Ok, bonjour à tous, Cédric Girard. Je m'occupe de la partie avant-vente cloud d'entreprise chez Siom. Je suis assisté pour ce webinaire d'Anne-Claire Hamon qui s'occupe de toute la partie sales chez nous et de toute la partie licensing. Donc aujourd'hui, je vais vous partager mon écran. On va discuter plan de reprise d'activité, qui est un sujet passionnant, tant il peut être complexe. Pour faire suite un petit peu aux différents webinaires qui ont passé dans les semaines qui ont précédé, est-ce que je vais réussir à passer mon slide suivant? Ouais. On a vu différentes solutions qui composent le cloud d'entreprise. Donc, on a parlé de la machine virtuelle, on a parlé des containers, on a parlé objets, on a parlé également et tout récemment de la partie micro-segmentation. Automatisation, base de données, poste de travail, et donc il nous reste derrière notre plan de reprise d'activité. Donc aujourd'hui, Nutanix fournit ce type de solution, répond à ce type de besoin au travers d'un composant qui s'appelle LEAP ou XiLEAP, et on va faire la différence entre les deux solutions. Un petit rappel quand même sur ce qu'est le cloud d'entreprise et pourquoi aujourd'hui ce type de besoin directement d'entreprise, donc directement sur site, attend de public et correspond à tant de projets qu'aujourd'hui nous remportons chez nos clients. Tout simplement, si encore une fois, on fait un petit peu la liste des avantages du cloud public à aujourd'hui, c'est quoi? Tout simplement, le cloud public, c'est un site web sur lequel vous avez mis à disposition toute une interface qui vous permet en fait de gérer, de provisionner votre infrastructure sur un environnement qui est complètement invisible. Matériellement, d'un point de vue réseau, on ne sait pas trop ce sur quoi ça se repose, mais on sait que ça va fonctionner. Donc, le principe est exactement le même, que ce soit chez Google, chez Amazon ou chez Azure. Vous avez un portail qui va vous permettre de provisionner vos différentes VM qui, elles-mêmes, vont abriter vos applications de métier qui sont le réel business de l'entreprise. Et Nutanix, excusez-moi, et Nutanix, par rapport à ça, comment il se positionne? Mais il fait exactement la même chose, sauf que derrière, on va le faire chez vous ou dans votre data center. D'accord? Alors, on est également capable de piloter toute ou partie de l'extension d'un cloud hybride, donc à savoir du cloud d'entreprise chez vous, qui s'étend naturellement vers du cloud public, au travers également de la console Nutanix. Pour autant, dès lors qu'on commence à parler un petit peu plan de reprise d'activité, on peut avoir des choses qui sont relativement compliquées. Qu'est-ce qu'on entend par là? Tout simplement, lorsque vous avez des infrastructures qui sont sur site, vous pouvez également avoir plusieurs sites. L'idée, c'est déjà de savoir comment vous allez orchestrer, organiser en fait vos plans de reprise d'activité. Pourquoi? Parce que vous avez des opérateurs qui peuvent être différents. Si vous êtes en MPLS, vous avez un même opérateur, mais pour autant derrière, comment ça se passe au niveau de votre réseau. La partie WAN n'est plus la même lorsque vous déplacez vos VM d'un site à l'autre. Les sous-réseaux sont possiblement différents également. Donc, on peut avoir quelque chose qui est relativement complexe. Si tant est que derrière, il faut aussi pouvoir redémarrer vos applications et être sûr que derrière, elles redémarrent correctement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez avoir de l'infrastructure sur tous vos sites, dimensionné correctement et qui va faire face à votre croissance. Il va falloir avoir une solution qui va orchestrer les différents niveaux de votre SI, à savoir la partie tronc commun que peut desservir par exemple un Active Directory, des serveurs DNS, des serveurs de fichiers, mais également toute la partie applicative avec de la base de données, des applications métiers qui vont attaquer ces bases de données. Et pour autant, séquentiellement, on ne peut pas tout redémarrer en même temps. On est vraiment obligé de le faire par étapes séparées. Donc l'idée, c'est de faire le constat qu'aujourd'hui, ça peut être compliqué en fonction de la complexité de votre SI. Ça, c'est propre à chacun. Pour autant, il y a quand même des grandes catégories. Typiquement, une chose qui a le vent également en poupe de plus en plus, à savoir, plutôt que d'investir sur du plan de reprise d'activité chez moi,
Donc sur du matériel qui peut être considéré comme dormant pour les directions financières, pour les directions générales. L'idée, c'est pourquoi pas faire la même chose, mais sur le cloud. Alors là, par contre, sur le cloud, si avant, on avait déjà du mal à orchestrer chez soi, sur le cloud, comment ça va se passer? Parce que je vais devoir apporter tout mon réseau sur le cloud, le connecter, le faire repartir dans une bulle qui m'est complètement étrangère. Qui plus est, le cloud, c'est bien, savoir combien ça me coûte, c'est encore mieux. Donc, l'idée, encore une fois, là-dessus, le cloud, c'est bien d'en avoir un. Par contre, encore une fois, vous êtes facturé aux typologies de VM, autant de leur uptime et également à la bande passante en sortie. Donc, il y a quand même un gros point d'interrogation là-dessus. Et derrière, on parlait tout à l'heure également de comment ça se passe au niveau de la réplication. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui va opérer aujourd'hui votre système de réplication d'un site à l'autre ou de votre site directement sur le cloud. Est-ce que ça va être une couche de stockage? Est-ce que ça va être une couche tierce? Donc, ça veut dire que derrière, potentiellement, on va être dans un environnement qui va être multi-constructeur. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas un ADN de plan de reprise d'activité qui est de bout en bout, qui est natif. Et donc, l'idée là-dessus, comment Nutanix répond à ce type de problématique? Tout simplement avec quelque chose qui est natif. Et ça, c'est vraiment dans l'ADN de chez Nutanix, à savoir que vous n'avez pas un setup à mettre en route, quelque chose à installer en complément de ce que vous pouvez déjà avoir intégré avec du Nutanix. Aujourd'hui, le plan de reprise d'activité est natif dans les produits Nutanix. D'accord ? C'est surtout aussi une clé en main. D'accord ? Vous activez la fonction LEAP et c'est déjà prêt à l'emploi. Alors, on va voir aujourd'hui comment on arrive à faire ce type de choses au travers de la petite démo qui va suivre. Et l'idée, encore une fois, et c'est le principe même de Nutanix, c'est encore une fois, on sait ce qu'on pilote. Donc, ça veut dire que toute la partie organisation du plan de reprise d'activité est déjà prépensée. Et surtout, et ça c'est quand même relativement important, c'est axé sur le besoin. C'est-à-dire que vous allez pouvoir orchestrer, configurer un plan de reprise d'activité, le tester de manière très visuelle et de manière très simple. Et l'avantage surtout, c'est qu'on arrive à faire tout ça en un minimum de clics. D'accord ? L'idée, encore une fois, c'est OK, j'ai configuré mon plan de reprise d'activité. Par contre, OK, je suis capable de le faire, mais comment je le teste? Je ne vais pas arrêter toute ma production juste pour savoir s'il est fiable ou non. Donc, l'idée, c'est de pouvoir le tester pendant la production. Donc, je vous parlais tout à l'heure de LEAP et de XaiLeap. Il y a deux choses différentes qu'il est important de considérer lorsqu'on fait un plan de reprise d'activité, notamment chez Nutanix, où de manière assez traditionnelle, on est capable de faire du plan de reprise d'activité, donc c'est la couche LEAP, sur un second cluster Nutanix, pour lequel on peut faire de l'actif passif ou de l'actif actif. Donc, ce composant s'appelle LEAP. Et derrière, si toutefois vous voulez faire exactement la même chose, mais directement sur du cloud, là, on va passer sur du XaiLeap. Il faut savoir que tous les produits chez Nutanix qui commencent par Xai se situent dans le cloud. D'accord ? Ça, c'est juste pour la partie lexique. Encore une fois, ces deux composants-là, LEAP ou XaiLeap, s'attaquent de la même console. C'est juste la cible, la destination qui va changer. Alors, Donc aujourd'hui, comment fonctionne LEAP ou XaiLeap? Tout simplement, on va pouvoir orchestrer son PRA par catégorie de VM ou par VM. Donc l'idée, c'est tout simplement, pourquoi pas, de catégoriser ces VM et de les faire repartir directement sur le cloud de chez Nutanix ou sur votre second cluster qui se situe dans une salle ou sur un site différent. Donc l'idée, tout simplement, c'est que séquentiellement, on va y aller étape par étape. On va définir tel groupe de VM qui sont catégorisés sous tel nom vont démarrer en premier. Étape 2, second groupe de VM, on va les faire redémarrer de l'autre côté, etc., etc. Donc ça, on est capable de le faire pendant la production en tant que test, ou alors on est capable de les basculer. Encore une fois, c'est le même plan séquentiel qui va s'exécuter. C'est juste la cible qui change.
on va y revenir juste après. Alors, encore une fois, hein, n'hésitez pas à poser des questions directement dans la partie questions-réponses ou dans la partie conversation. Juste histoire de sonder un petit peu les gens qui participent aujourd'hui à ce webinaire-là. Anne-Claire, est-ce qu'on pourrait lancer le petit sondage pour savoir si aujourd'hui vous avez déjà un système d'orchestration de votre plan de reprise d'activité? Alors, c'est lancé. Du coup, okay. Je vous laisse tous voter. Je vous laisse un petit peu de temps. Est-ce qu'il reste encore quelques votants? Alors, il y a quelques personnes qui n'ont pas voté. Si elles veulent voter, sinon je vais clôturer d'ici quelques secondes. Alors, je vais clôturer du coup et on est pile à 50-50. On est pile à 50-50. Ok. Bon, on va pouvoir le voir après au travers de la petite démo. Mais vous allez voir que pour ceux qui l'ont déjà mis en place, alors peut-être que c'est déjà des clients d'Unitanix, mais il existe forcément d'autres aujourd'hui applications qui jouent le même rôle, qui, pour ceux qui l'ont déjà configuré, pourront apprécier la simplicité qu'apporte Nutanix Sleep à ce niveau-là. Donc l'idée, encore une fois, c'est voilà, on démarre étape par étape, groupe par groupe, ou VM par VM, ou un mix des deux si on le souhaite. L'idée, encore une fois, c'est qu'on peut aller un petit peu plus loin. Outre le fait de pouvoir séquencer cette partie-là, on est capable également de vérifier. Alors, vérifier que telle catégorie de VM s'est bien exécutée, s'est bien lancée correctement. Comment? Tout simplement à l'aide de scripts. Alors, on a des scripts, encore une fois, hein, Windows avec du PowerShell, Linux avec du Shell, que l'on va pouvoir positionner dans les VM en question pour vérifier leur démarrage et le fait que les applications soient correctement démarrées. Donc, on peut vraiment aller très, très loin en termes de vérification. L'idée, encore une fois, c'est d'avoir ce même plan d'orchestration, ce même plan de reprise d'activité défini visuellement et que l'on va pouvoir soit tester, soit appliquer. D'accord? Alors, il y a quand même des choses qui sont à considérer dans un plan de reprise d'activité et notamment le réseau. Aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, c'est le nerf de la réflexion lorsqu'on conçoit un plan de reprise d'activité. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir définir aujourd'hui mon réseau source vers mon réseau de destination. Donc l'idée, encore une fois, là on est sur du niveau 2, on est sur des VLAN. On peut avoir des VLAN de production sur le site principal et sur le site du plan de reprise d'activité lorsqu'on est en configuration actif-passif, un VLAN qui est dédié. L'idée, encore une fois, c'est qu'avec LEAP, on est capable de tester en fait, ce plan de reprise d'activité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, on va conditionner le fait que si aujourd'hui on souhaite tester notre plan de reprise d'activité, notre VLAN de production va correspondre à notre VLAN de test sur notre site de destination. Si par contre, on souhaite effectuer un plan de reprise d'activité alors qu'il soit planifié ou non, là, pour le coup, le réseau de production ira effectivement sur le VLAN dédié à la production sur le site de destination. D'accord? Alors, on peut rendre aussi les choses un petit peu plus compliquées. Si, par exemple, on avait de l'actif-actif, à savoir sur mon site A et sur mon site B, j'ai effectivement de la production des deux côtés. Pour autant, je pourrais tester mon plan de reprise d'activité dans les deux sens. D'accord? Donc là, on a un maillage un petit peu plus complexe, puisque sur le site B, on a également de la production qui va aller directement sur le VLAN de production sur le site A. Alors, on est capable de faire du maillage encore plus compliqué si toutefois on voulait le mettre dans un autre VLAN, mais on peut étendre cette partie-là sur un VLAN qui est étendu entre deux sites. Okay. Pour autant, derrière, le plan de reprise d'activité, il vit. Alors, il vit de quelle manière? Tout simplement puisque potentiellement, vos nombres de VM vont croître au fil et à mesure de la vie du SI au travers de nouvelles
versions d'applications, de nouvelles VM, de mise à jour d'OS, etc., etc. Donc l'idée là-dessus, c'est de s'appuyer sur une plateforme qui est capable de planifier, d'autogérer cette vie, à savoir d'incorporer directement ces nouvelles VM dès lors qu'elles sont catégorisées. De la même manière, si demain votre réseau vient à s'étendre, par exemple sur du cloud public, il va vous falloir créer des tunnels VPN pour créer de la connexion en réseau entre votre fameuse bulle de cloud public qui va être dédiée à la partie plan de reprise d'activité, directement au site source pour lequel vos VM vont exécuter vos applications métiers. Donc l'idée, encore une fois, c'est de se baser directement sur les technologies Nutanix pour gérer cette partie planification et réplication. La partie test, alors c'est quelque chose qui n'est peut-être pas forcément bien considéré aujourd'hui quand on met un plan de reprise d'activité, parce que c'est bien d'en faire un, c'est bien de le concevoir, c'est bien de l'avoir testé. Par contre, est-ce que c'est suffisant de le tester une fois par an, une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des enjeux qui sont demandés? Ça fait partie aujourd'hui des choses qui nous sont demandées au travers de nos consultations pour lesquelles certaines compagnies d'assurance demandent à ce que le plan de reprise d'activité soit testé dans son intégralité au moins une fois par semestre. Tout ça pourquoi? Tout simplement pour réduire en fait la facture de risque au niveau de l'assurance. Donc l'idée, c'est de pouvoir en fait tester ce plan de reprise d'activité et de le tester facilement et pourquoi pas pendant la production. Donc on va le voir dans l'exemple qui suit. Et encore une fois, ça peut aller d'une réplication asynchrone à 1 heure vers une réplication asynchrone à quelques minutes. Et pour autant, lorsqu'on fait ces tests, donc on peut faire les tests pendant la production sur un site, mais on peut également migrer toute la production sur le site pour s'assurer que derrière tout fonctionne correctement, puisqu'on peut considérer que les tests que l'on fait pendant la production ne sont peut-être pas suffisants. Donc, tester véritablement en déplaçant la production sur le site de destination. Quid après de gérer cette partie adresse IP? Comment aujourd'hui j'arrive à automatiser ces potentielles différences qu'il peut y avoir entre le site source et le site de destination, que ce soit LAN ou WAN? Alors là-dessus, notamment lorsqu'on travaille avec du Xilinx, donc la solution qui est proposée directement dans les data centers de chez Nutanix, on peut avoir des gateways. Alors avec les grands acteurs que l'on va connaître aujourd'hui, pour autant vous pouvez vous-même apposer vos propres gateways, mais on a déjà des possibilités pour configurer des tunnels IPsec qui sont montés en permanence avec les constructeurs qui sont cités ci-dessous. D'accord ? Alors, l'idée aujourd'hui avec Xilinx, tout simplement, c'est de ne pas réassurer l'assurance et de ne pas forcément investir sur du matériel que l'on aura à maintenir dédié à du plan de reprise d'activité. Aujourd'hui, si on a une connexion Internet que l'on estime suffisante, notamment sur la partie réplication, donc notamment avec les fibres qui sont arrivées chez nous aujourd'hui, on peut quand même faire des choses qui sont relativement simples. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Xilinx aujourd'hui va vous permettre non plus de stocker votre plan de reprise d'activité si toutefois vous souhaitez l'externaliser. Et donc ça veut dire que si vous l'externalisez, vous n'avez plus d'opération de maintenance ou de salle à dédier à votre plan de reprise d'activité. Vous pouvez complètement l'externaliser. Donc ça veut dire que derrière, si par exemple, on a eu le cas d'un client il n'y a pas si longtemps que ça, qui travaillent à l'étranger. Ils ont des usines réparties un petit peu partout dans le globe. Plutôt que de s'offrir un plan de reprise d'activité en faisant du 1 pour 1 pour tous leurs sites distants, ils ont décidé en fait de centraliser leur plan de reprise d'activité de ces sites distants directement sur du Xilinx, plutôt que de les gérer en eux-mêmes avec des clusters qui seraient gérés sur un de leurs sites. Bon, on peut le faire aujourd'hui, on peut le faire dans tous les sens. L'idée, encore une fois, c'est que derrière, vous appuyez directement sur les services XAI de chez Nutanix qui sont certifiés dans tous les sens, avec la protection des DOS dont aujourd'hui on a besoin dès lors qu'on travaille avec du cloud public, etc., etc. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir
gérer la partie authentification, notamment avec une base Active Directory qui serait déjà installée, que vous pouvez vous-même, si vous le souhaitez, installer vos propres firewalls, si toutefois vous ne le souhaitez pas, vous apposer sur les constructeurs qui ont été précités dans le slide précédent. Alors, la solution Xileap, aujourd'hui, où est-ce que ça se situe un petit peu sur le globe? Alors, on en a sur un peu tous les shifts. L'idée, c'est que, pour ceux que ça intéresse, on en a 3 principaux en Europe. Il va y avoir une annonce en France d'ici, on va dire, le dernier trimestre de cette année avec un des gros acteurs français du data center, dont je vais taire le nom pour le moment, mais qui sera annoncé très prochainement. Aujourd'hui, la partie Xileap, comment est le modèle économique? Parce que c'est quand même intéressant de le considérer. Donc, il y a deux axes, soit un prix à l'AVM par mois, soit directement un pourcentage du prix du nœud par mois de ce qui est installé chez vous. Donc, en fait, c'est celui qui aura le meilleur rapport qualité-prix qui forcément sera retenu. Donc, nous, on sera là pour vous épauler sur cette partie-là. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir protéger tout ou partie de vos VM en fonction de votre plan business et en fonction de ce qui sera déterminé dans le plan de reprise d'activité. L'idée, encore une fois, est de prendre la meilleure équation économique lorsque vous souhaitez faire du Xileap. Sur la partie Leap tout court, vous l'avez compris, c'est ni plus ni moins qu'un autre cluster Nutanix approvisionné. OK ? Donc, l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir faire passer ça plutôt que de faire de l'investissement, vous pouvez en fait faire passer ça sur du budget de maintenance et payer ça donc, au fur et à mesure du temps que vous allez consommer ce service. Alors, je vois qu'il y a une petite question de Salma. Comment calculer la RPO adéquate pour un cluster Nutanix? C'est quoi la relation entre le schedule du data protection et le recovery point objective aussi entre average daily ride? Okay. Alors, on le verra juste après dans la démo. Je me permettrai d'y répondre à ce moment-là. Toujours sur la partie Xileap, la partie TCO. Tout simplement, c'est de se dire, voilà, plutôt que de gérer l'infra directement chez soi, pour lequel on va monitorer l'activité sur des infrastructures traditionnelles. L'idée, encore une fois, avec Nutanix, et ça vous le savez, on diminue drastiquement le temps qu'on va monopoliser à la partie administration de cette infrastructure. L'idée, c'est de réduire en fait l'exercice au minimum, être granulaire à l'AVM et d'avoir un coût à l'AVM pour la partie Xileap. Bon, l'équation économique se fait, ça peut se regarder. Encore une fois, il faut bien considérer surtout les enjeux du réseau. C'est ça qui est principalement et qui conditionne le fait de pouvoir y aller ou pas. Mais bon, tout ce qu'il faut retenir, c'est que sur la partie Xileap, on a un modèle économique qui peut être très très intéressant si toutefois vous ne voulez pas vous embêter à gérer votre PRA directement chez vous. D'accord ? Alors, les questions, il y en a une qui a été évoquée par Selma. J'y répondrai donc à celle-ci directement après la petite démo. Okay. N'hésitez pas à poser vos autres questions, le temps que derrière, je me connecte directement sur notre plateforme de démo. Hop. OK, donc là, je suis connecté sur ma console Prism centrale qui, elle, va gérer en fait plusieurs clusters. Et donc, j'ai une deuxième console Prism centrale qui est ici, qui, elle, ne va gérer en fait que mon cluster qui va être dédié à la démo d'aujourd'hui. OK. Donc, je vais... Pardon, je suis en train d'inverser les choses. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais revenir donc sur la console précédente. Donc, encore une fois, ici, on a une visibilité
de son infrastructure qui est quand même relativement globale, puisqu'on peut voir en fait c'est les différents clusters qui sont connectés à cette VM Prism centrale, donc avec différents compteurs qui peuvent nous intéresser. Toujours cette philosophie où j'affiche en fait les éléments les plus importants classés en top 10. Okay. Donc, on va faire un focus aujourd'hui plus particulier sur la partie plan de reprise d'activité et sur la partie LEAP. Donc, l'idée, encore une fois, LEAP, comment ça se passe? Tout simplement, c'est une case à cocher dans Prisme Central et LEAP est activé. On active LEAP, on fait save et on peut déjà commencer à définir son plan de reprise d'activité. Comment ça se passe? Tout simplement, vous allez définir ici une stratégie de protection. D'accord? Donc, j'en ai effectué une ici, dans lequel on va pouvoir en fait définir des catégories de VM qui vont être répliquées d'un site à l'autre. On a ici notre site de destination qui se configure tout simplement dans la partie Availability Zone, où on va avoir deux zones qui vont être distinctes, à savoir la zone locale et la zone distante. Une fois que c'est fait, donc il y a juste à rentrer une adresse IP et les credentials de la Prisme centrale de destination. Et donc, vous pouvez commencer à définir une stratégie de protection. Donc, dans cette stratégie de protection de démo, qu'est-ce qu'on y a spécifié? Tout simplement son nom forcément, le site primaire qui est le site local, le site distant avec le choix du cluster qui est connecté au site distant. Le recovery point objective, donc hours, days, weeks. Alors là, on est sur un environnement de démo, on peut descendre à la minute à aujourd'hui. Sur le fait également d'avoir une stratégie de rétention pour lequel on peut conserver différents snapshots tant sur la partie locale que sur la partie destination. Okay. On est capable de faire de l'application consistant, moyennant l'installation des NGT sur chacune des VM. Puis ici, qu'est-ce que l'on va faire? Tout simplement, on va dire, voilà, je veux que dans cette stratégie de protection, j'ajoute différentes catégories. Donc, j'ai défini ici, App 1, où j'ai défini les services d'infrastructure, donc Active Directory, DNS, toujours dans cette même catégorie App 1, donc des file servers, des serveurs d'impression, App 2 SQL Server, App 3, des applications métiers, pourquoi pas dédiées à la partie ressources humaines, et je pourrais en rajouter autant que je souhaiterais. Okay. Donc voilà ce que j'ai défini dans cette stratégie de protection et c'est tout ce que j'ai fait. Je n'ai touché à aucune VM. Pour autant, derrière, si on regarde un petit peu comment ça va se constituer au niveau de mes VM, tout simplement, j'en ai plusieurs ici qui s'appellent démo quelque chose, pour lequel cela va représenter sur cet ensemble de VM le petit exercice de bascule qu'on va effectuer sur le site de destination. D'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, ces VM de démo, je les ai affectés à des catégories. D'accord. C'est ces fameuses catégories qu'on va pouvoir retrouver dans d'autres briques de Nutanix, à savoir Nutanix Flow pour la partie micro-segmentation, qui s'appuie encore une fois sur ces catégories-là pour isoler d'un point de vue firewalling entre les VM les différents flux réseau. Mais c'est également ces mêmes catégories que vous allez pouvoir retrouver dans Nutanix Calm lorsque vous allez vouloir déployer au travers de votre marketplace interne différentes applications métiers qui sont constituées de plusieurs VM. Okay. Donc, on est capable d'affecter une VM à plusieurs catégories si on le souhaite. Okay. Donc, l'idée, tout simplement, c'est que pour rester simple dans un premier temps, j'ai dit que cette VM appartenait à la catégorie App 1 à des DNS. Et donc, j'ai fait la même chose pour les autres VM, à savoir donc file server, print server, donc dans chacune de leurs catégories, et pareillement sur SQL Server et APRH. Si je regarde dans APRH, je lui ai dit quoi? Tout simplement qu'elle faisait partie de la catégorie App 3 ressources humaines. Okay. Et donc, l'idée après derrière, c'est OK, je suis content, j'ai défini mon plan de protection. Par contre, derrière, comment je vais pouvoir orchestrer cette partie-là?
Tout simplement avec ce que l'on appelle un recovery plan. Okay, donc, j'ai créé un petit recovery plan relativement simple pour lequel derrière, je vais vous montrer un petit peu son contenu. On lui donne un petit nom, pourquoi pas une description si on le souhaite. Puis derrière, on va séquencer le démarrage de nos catégories de VM. Donc là, qu'est-ce que je fais? Étape 1, je démarre tout ce qui est Active Directory, tout ce qui est File Server, tout ce qui est Print Server. Et tiens, derrière, ce que je vais faire, c'est que, étape 2, j'ai envie de démarrer, alors non pas une VM, mais des catégories de VM, tout ce qui va être, par exemple, base de données. D'accord? Donc, je sais que j'ai un petit SQL Server dans le coin, je vais prendre celui-ci. OK? Par contre, entre les deux, je me suis dit, tiens, je vais peut-être changer certaines choses. On va le faire assez souplement. Je vais modifier cette partie-là. Ici, je vais rajouter un délai de 90 secondes, le temps que mon contrôleur Active Directory démarre, etc. Je vais rajouter ici donc mon groupe de VM que je viens d'enlever. Donc, on a dit tac, tac, add 1, et je vais rajouter encore une fois un petit délai. Pardon. OK, avec une nouvelle étape qui me permet en fait d'ajouter un délai supplémentaire. Là, je vais juste patienter encore une fois 90 secondes. Et je vais en terminer pour redémarrer mon groupe de VM qui s'appelle Démo RH. Alors, c'était en NAP3 ressources humaines. OK. Et donc là, ça y est, j'ai terminé tout simplement la partie orchestration de mon plan de reprise d'activité. Donc encore une fois, je pourrais le faire à la VM si je le souhaitais, mais pour des raisons de praticité, je préfère me baser sur des catégories. L'idée derrière, sur mon recovery plan, c'est tout simplement de se dire, voilà, OK, j'ai mon réseau de production qui est ici, qui est mon VLAN de démo qui est en local, sur le site où tournent mes VM. Et j'ai ici mon site de destination qui va également héberger mon réseau de production. Pour autant, ici, et ça va être dans l'exercice que l'on va faire, on ne va pas basculer ou migrer en fait l'activité, la production sur le site de destination, mais on va le tester pendant la production. D'accord ? Donc, ça veut dire que derrière, on va passer d'un environnement de production qui va continuer à tourner et on va opérer le test de PRA sur le site distant. D'accord ? Donc, mon recovery plan, ça y est, il est configuré et il est fonctionnel. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le tester. Alors, je vais le tester non pas sur le site principal, mais je vais le tester directement sur mon site secondaire. Et donc derrière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que autant sur la partie Protection Policy, qui a été créée en fait sur le site source, c'est vu automatiquement répliqué sur le site de destination, et pareillement sur la partie Recovery Plan. D'accord ? Donc derrière, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se connecter sur le Recovery Plan et on va lancer le test. Alors, avant de lancer le test, il serait peut-être intéressant quand même de se connecter directement sur le cluster pour que vous vérifiez que derrière, je ne fasse pas de tour de magie. Donc, je vais me connecter sur la console Prism Element du cluster qui va héberger notre test de plan de reprise d'activité. Donc, on va voir ici que j'ai quelques VM. J'en ai que 3. Donc, derrière, je reviens encore une fois sur mon recovery plan et je vais lancer le test de mon plan de reprise d'activité. D'accord ? Donc, encore une fois, je lui précise juste que derrière, mon site source est bien celui-ci et que je vais tester mon plan de reprise d'activité en local sur le cluster de destination. Je lance le test. Donc, il me met quelques petites exceptions de licence puisque je ne suis pas au clair aujourd'hui avec cette partie-là, étant donné que je suis sur un cluster de démo basé sur de la Community Edition, la version gratuite de chez Nutanix. J'exécute mon plan de reprise d'activité pendant la production. Okay ? Donc ici, derrière, Nutanix va venir orchestrer et faire en sorte
de démarrer toutes les VM qui vont bien. Donc, je vois ici qu'il vient de me provisionner déjà la totalité, alors presque toutes mes VM. On va attendre toutes mes VM et on va voir qu'il va me les démarrer dans l'ordre. D'accord ? Donc, on voit ici étape par étape qui vient de faire le recovery des VM. Donc, effectivement, on voit que les VM sont arrivés sur le cluster de destination. Et donc, derrière, Nutanix Sleep va faire en sorte de démarrer une par une les VM dans l'ordre qui lui ont été indiqués. Donc là, encore une fois, on a juste à regarder la télé et de suivre tout simplement tout ce qui va se passer étape par étape. Donc l'idée, encore une fois, bon, ici, on voit que toutes nos VM sont éteintes. Donc, on va y aller gentiment et on va patienter. Voilà. Et donc là, on voit que Nutanix, dans l'ordre qu'on lui avait demandé, démarre la partie domaine contrôleur, donc la catégorie Active Directory DNS. Donc encore une fois, tout se passe naturellement et on n'a rien à faire. D'accord, donc on a juste à attendre que le plan s'effectue tout seul. D'ores et déjà, on voit que ici, Nutanix, on pourrait même prendre la main directement sur la console. On voit que la VM est déjà correctement redémarrée de l'autre côté. Et donc, on va patienter sagement que Nutanix continue le plan d'orchestration qui lui a été configuré précédemment, à savoir, une fois que les VM sont démarrées, on va attendre les 90 secondes. Puis Nutanix va démarrer la partie file server, print server, SQL server, attendre encore une fois 90 secondes pour déclencher la partie application RH. OK ? Donc là, tout simplement, on a juste à patienter. Alors, est-ce que vous avez des questions ? En attendant, je répondrai à la question en dernier qui m'a déjà été posée par Salma. Peut-être que Anne-Claire, on pourrait libérer les micros pour ceux qui souhaitent peut-être échanger plus librement. Donc là, je continue. Vous voyez que donc, démo d'essai est démarré. On voit que la partie file server vient d'être démarrée également. Tout comme la partie print et SQL. Et donc, il va rester à attendre la partie APRH, donc les fameuses 90 secondes suivantes. Alors, n'hésitez pas à réagir, on peut le faire en live, si toutefois vous avez des questions. Pas de questions ? Donc, derrière, encore une fois, là, vous voyez bien que donc, les VM redémarrent. L'application APRH ne devrait pas tarder à redémarrer également. Ça va arriver. Donc, on voit que notre test il continue tout doucement. Alors, on peut se loguer directement sur le domaine contrôleur également. Donc là, on est d'accord, on n'a pas sélectionné la case à cocher application consistante, donc on est crash consistant. Donc on s'est basé en fait sur le dernier snapshot qui a été opéré, ce qui fait que derrière l'OS considère qu'il y a eu un crash et qu'on est redémarré de l'autre côté. L'idée, encore une fois, c'est que ici, on voit bien qu'on est sur une test démo d'essai. On voit que notre app RH est en train de démarrer. Si je vais assez vite, peut-être qu'on va voir l'OS. Il est déjà démarré. Nutanix va décidément trop vite. L'idée, encore une fois, c'est que d'ici, on voit bien qu'on a une VM qui s'appelle Nutanix Test Démo d'essai et que si on revient
directement sur mon parc de VM de production, on verra que mon démo DC est toujours on. D'accord ? Donc, on a vraiment en fait nos deux environnements qui tournent en simultané sur des sites différents et donc sur des VLAN différents. Et pour autant, ils vont conserver en fait les mêmes IP des deux côtés. Alors, on pourrait, si on le souhaite également, faire en sorte que lorsqu'on migre les VM d'un côté, d'un site de production à un site de destination, on pourrait très bien faire en sorte aussi de changer totalement les adresses IP sur chacune des VM. Donc là, on est sur quelque chose qui nécessite un petit peu plus de réflexion. Mais on est capable en fait de substituer des subnets d'un réseau de production à un réseau de plans de reprise d'activité ou pour du test également. Bon, après, il faut quand même gérer le fait de pouvoir changer l'adresse IP sur chacune des VM, notamment au niveau applicatif. Mais on est capable de le faire également. Donc là, on ne l'a pas fait pour rester terre à terre dans l'approche en fait, d'un plan de reprise d'activité pour rester assez simple, mais on pourrait faire des choses beaucoup plus sympas, beaucoup plus sexy. OK ? Donc, je reviens aujourd'hui directement sur mon environnement de plan de reprise d'activité. Donc, je le fais pendant la production. Toutes mes VM sont redémarrées dans l'ordre que je souhaitais. Mes VM sont accessibles. Je peux prendre la main sur la console ou à partir de n'importe quelle VM qui, d'un point de vue sur réseau IP, y accéderait. Mais ce qui est intéressant également, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, donc on a vérifié que son plan de reprise d'activité fonctionnait. Alors, soit on l'a fait manuellement, soit on l'a scripté, pour lequel on peut également positionner des scripts sur des catégories de VM ou sur des VM à l'intérieur du recovery plan. Mais on est capable également de supprimer cette partie test avec le fameux cleanup des VM de test. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une fois qu'on a terminé de faire ces tests, on clique sur cleanup et Nutanix Sleep va effectuer la suppression de l'environnement de test. D'accord ? Ça veut dire que derrière, il va reprendre tout ce qu'il a fait pour le supprimer. Et donc, il a arrêté les VM de test, il les a supprimés, et ni vu ni connu, on a testé notre PRA pendant la production. D'accord ? Et on l'a fait vraiment très simplement, puisque derrière, on a juste eu à choisir nos catégories de VM, à les séquencer de la manière dont on le souhaitait. Encore une fois, juste accès avec du bon sens, avec le petit mappage de VLAN qui va bien, qui a été configuré en amont. D'accord ? Donc, en attendant que je vous laisse poser vos questions dans la partie questions-réponses, on va répondre à la question de Selma qui nous dit « Ok, comment calculer le RPO adéquat pour un cluster Nutanix ?» Donc, le RPO, c'est ce fameux Recovery Point Objective qui va nous permettre de savoir quelle est la fraîcheur de nos données. Donc, soit en étant crash consistant, soit en étant application consistant. Ces deux métriques qui sont complètement différentes, qui peuvent avoir un impact notamment sur les applications si on le fait trop fréquemment en cours de journée. Quelle est la relation entre la partie récurrence, la partie programmation de la réplication et ce fameux RTO. Alors, pour répondre à cette première question, généralement, on est conditionné par la partie réseau. Il faut savoir aujourd'hui déterminer quel est votre besoin en bande passante, à savoir, si par exemple vous faites de la réplication horaire, il faut savoir estimer ce qu'on appelle le taux de données modifié d'une heure à l'autre. Alors, c'est un taux qui est moyen, en sachant que dans la vraie vie, il y a des choses qui peuvent se passer la nuit, il y a des choses qui peuvent se passer le jour, qui n'ont pas forcément lieu la nuit, ce qui fait qu'on peut avoir des pics de réplication qui sont différents. Donc là-dessus, il faut pouvoir en fait l'estimer. Donc là-dessus, nous, on vient vous aider en se basant soit sur des métriques que vous possédez déjà, notamment sur la partie backup, où on peut estimer aujourd'hui, à base d'incrémental, la quantité de données modifiées par jour. Alors, on se base sur ces faits-là et on essaie d'extrapoler ce qui peut se passer un petit peu dans le courant de la journée.
Et donc, deuxième question, la partie average daily rate sur la partie UVM et RPO. Alors, c'est exactement le même principe. On prend les mêmes mécaniques, à savoir qu'on a des outils de collecte qui nous permettent de savoir à aujourd'hui, donc qui s'appelle le Nutanix Collector, qui vont se greffer notamment pour ceux qui ont des bases VMware directement à la vCenter, qui va récupérer en fait tous les logs des 7 derniers jours et qui vont nous permettre en fait de faire des estimations sur ces fameux daily change rate que l'on peut avoir soit sur la partie write, soit sur la partie read d'un point de vue stockage. C'est comme ça aujourd'hui qu'on fait nos estimations. Donc encore une fois, on se base sur des éléments qui sont factuels et sur des éléments de consommation qui généralement se font sur une semaine. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je ne sais pas si Anne-Claire, les micros sont libérés. Alors, je les avais libérés, je les ai refermés pendant que tu parlais, je vais les rouvrir. Alors, normalement, tout le monde devrait pouvoir être en possibilité de parler, donc n'hésitez pas à vous manifester si vous avez une question. Non, pas de questions pour le moment. OK. Bon, alors, c'est une petite question de Selma également. Alors, au niveau des outils de collecte, alors Nutanix aujourd'hui, donc Nutanix aujourd'hui permet au travers d'un logiciel qui s'appelle Nutanix Collector de collecter un certain nombre d'informations, notamment cette partie daily change rate, qui nous permet de faire des extrapolations à l'heure, pourquoi pas, voire en dessous, et donc estimer les taux de change qui vont bien pour la partie itérative des réplications. Donc ça, c'est Nutanix Collector. Après, il peut y en avoir d'autres sur lesquels on peut se baser si tant est que les compteurs soient pertinents. OK. D'autres questions? Non? Alors, vous pouvez libérer les micros si vous le souhaitez. Non, toujours pas? OK. Bon, bah, écoutez, il me reste à vous remercier et à vous dire, écoutez, à très bientôt. Encore une fois, Anne-Claire et moi sommes à votre disposition pour répondre à vos différentes questions, discuter de projets ou de problématiques que vous avez. Merci à tous et écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée sous ce beau soleil.